C'est un outil réglementaire qui va être donc déterminant pour l'évolution du territoire et de l'urbanisme, sur lequel vont s'appuyer les maires, une fois qu'il sera approuvé, pour définir le zonage et les constructions nouvelles dans chaque commune. Le résultat final, c'est une carte qu'on appelle le zonage réglementaire, avec des zones qui vont reprendre tout ce qui aura été, comment dire, non, tout ce qui aura été répertorié en amont lors d'un grand diagnostic territorial, les problématiques rencontrées, les enjeux, tout ça va devoir être retranscrit après être passé par le prisme du politique, par le projet donc politique qui est le PADD. Tout ça va être retranscrit donc sur une carte, le zonage, qui fera référence à chaque fois à un règlement écrit avec des articles pour savoir ce qu'on peut faire ou pas dans cette zone. Ça va définir donc les zones constructibles, les zones au niveau habitation, ça va définir les zones d'activité. On va travailler sur donc la mobilité, l'accueil des habitants, la mise en place des différents services nécessaires à la vie quotidienne, hein, les structures de services publics, mais aussi prévoir les aménagements sportifs, les lieux, etc. Tout ça en concertation et avec chaque élu de territoire. L'objectif, c'est de co-construire ce document avec les élus communautaires, bien évidemment, mais avec l'appui et la collaboration des élus communaux et en y associant la population par le biais des réunions publiques et du site, de l'adresse mail qu'on met en place au niveau du site de la CDC pour pouvoir donc recueillir les différents avis. On peut tout imaginer, il n'y a pas de façon d'imaginer le dialogue entre la population et les élus là, dans le temps d'élaboration du PLUI. Il y a plusieurs écoles, d'ailleurs il y en a qui pensent que la concertation, c'est pas forcément nécessaire à un bon document. Après, ça reste quand même obligatoire. Il faut qu'on montre qu'il y a eu concertation pendant toute l'élaboration du document. Mais il y a des communautés de communes qui vont beaucoup plus loin et d'autres qui vraiment s'en tiennent au minimum syndical. Nous, on a décidé quand même d'avoir une concertation assez importante avec la population, mais plus largement avec ceux qui utilisent, enfin qui vivent dans ce territoire, donc les acteurs économiques, les agriculteurs. Voilà, donc il y aura plusieurs façons de concerter la population, de l'informer, de prendre en compte son avis. Ça permet la maturité, ça permet l'échange, le dialogue, ça permet de faire avancer des idées d'arriver à convaincre. Ce PLUI intercommunal doit être un outil qui doit obtenir le meilleur consensus possible, parce que ça évitera les conflits à venir. Un document d'urbanisme, c'est vraiment des étapes incontournables, et dès qu'on a terminé une étape, on peut passer à la suivante. Et à chacune de ces fins d'étapes, donc le diagnostic d'abord, puis le projet politique, puis après le zonage et le règlement, il y aura une concertation qui sera répétée sur le territoire à chaque fois, dans plusieurs parties du territoire, pour vraiment toucher. Voilà, c'est ça. Il y aura 3 fois 4 réunions publiques dans 4 endroits du territoire à chaque fois, pour toucher le plus largement possible la population. Et nous serons attentifs donc à ce que ces échanges soient le plus ouverts possible, et de manière donc à prendre en considération toutes les opinions et notamment l'avis des maires des différentes communes. Ce qui est reproché, c'est le manque de concertation avec les élus locaux qui ressort à chaque fois. Alors je vous dis, parfois c'est des ressentis qui sont exprimés par les habitants, parfois c'est peut-être réel, donc un manque d'échanges suffisamment long et de façon assez affichée au niveau communal et nous donc au niveau intercommunal. Moi j'ai déjà régulièrement ce matin encore des appels de personnes qui demandent où ça en est. À chaque fois je leur dis tenez-vous au courant, il y aura une page Facebook sur laquelle vous aurez les dates de réunion, lisez le journal de la communauté de communes, tenez-vous au courant et surtout venez aux réunions publiques. On n'a pas conscience en tant qu'habitant de tout l'aspect réglementaire qui est fixé par les services de l'État, par la DDTM entre autres, mais pas que. Et donc le fait d'être informé, et c'est pour ça que c'est les 3 réunions qu'a prévu Inès,
sont importantes, notamment pour les élus, parce que ça permet de diffuser l'information sur le territoire. On n'a pas la conscience en fait, on a l'impression en tant qu'administré qu'on peut quand même décider de ce qu'on veut faire au niveau communal. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Cette collaboration a été définie puisqu'on a discuté depuis près d'un an aujourd'hui. Ces modalités de concertation ont été définies au travers d'une charte de gouvernance que nous avons mise en place avant l'arrivée d'Inès, mais on l'a un petit peu modifiée depuis. Et donc elle a été validée par la conférence des maires, qui s'est mis d'accord donc sur les modalités de la concertation justement entre le conseil communautaire, la commission d'urbanisme intercommunal que nous avons créée et un comité de pilotage qui sera constitué justement pour les étapes de validation et de choix stratégiques, on va dire, qui seront donc constitués des maires, des conseillers communautaires et des services techniques en même temps. Alors le projet du territoire, il a été ébauché, comme vous le savez, dans une première réunion, un premier séminaire qui a eu lieu à Landiras, sur lequel il y a quelques pistes qui ont été travaillées sur les enjeux du territoire. Le but, c'est de protéger le paysage tel qu'il est aujourd'hui, ou de le faire évoluer, ou de le restaurer, en imposant un certain nombre de règles de base, comme les clôtures par exemple, la hauteur des clôtures, qu'on n'ait pas des murs de 2,50 m. Ou la couleur des maisons, qu'on n'ait pas des maisons roses, mais on peut aussi le laisser libre, hein, pourquoi pas. Ça, ce sera aux élus de décider ce qu'ils veulent faire. Voilà, mais on peut être très contraignant, on peut être beaucoup plus large. Bon, ça dépend des territoires, des problématiques, des enjeux. Le document d'urbanisme, il ne détruit rien, il ne réglemente que ce qui va être construit. On ne touche pas aux constructions existantes, si ce n'est la réhabilitation du bâti ancien et qui présente un intérêt patrimonial. Sinon, il n'est pas question de détruire les clôtures qui ne correspondront pas, ou de repeindre une maison qui n'aurait pas la bonne couleur, ou de refaire un toit, bon, etc. Pas du tout. Le but d'un projet intercommunal, c'est justement que chaque commune ait son projet communal. Chaque commune a son projet, bien sûr, mais qu'en termes d'urbanisme et d'organisation territoriale, avec les services, qu'il y ait vraiment une construction, une co-construction des 27 communes qui seront avantageuses avant tout pour la population et le fonctionnement de cette population sur ce territoire-là. Pour définir donc les grands axes et les enjeux forts que l'on souhaite développer, hein, donc c'est organiser donc un territoire aménagé et accessible, donc pour pouvoir accueillir la nouvelle population. Vous savez que sur le Sud-Gironde on accueille environ 20 000 habitants par an en plus, donc il va falloir produire des logements nouveaux. Prévoir l'accès aux services et de façon comme pour vous répondre équitablement par rapport aux différentes communes, c'est-à-dire qu'on va essayer de pas construire les mêmes services forcément dans chaque commune, mais d'être complémentaires au niveau du territoire. Tout cela en maîtrisant la consommation des espaces agricoles, c'est un enjeu important sur lequel aujourd'hui tout le monde, je veux dire, et ça fait consensus. Et sur le Sud-Gironde, on a décidé au niveau du SCOT de réduire de 40% la consommation des espaces agricoles tout en poursuivant le développement de l'habitat. Et au travers de ces autorisations d'urbanisme, donc de favoriser la mixité sociale aussi. Développer pour notre territoire, ce qui est important, et on est un petit peu en retard de mon point de vue par rapport à d'autres CDC, c'est de permettre donc de favoriser les mobilités, par exemple les accès aux gares, développer les parkings pour pouvoir améliorer le covoiturage, des parkings pour les gares également. On voit que celui de Prodinsac, de Céron sont un petit peu saturés. Développer l'itinérance douce, qui est aujourd'hui presque inexistante sur notre territoire. Et bien sûr le fleuve, qui est un enjeu important pour nous aujourd'hui, avec le développement touristique autour et au bord du fleuve, mais aussi sur le fleuve. Au niveau touristique, on a aussi décidé d'adjoindre un règlement local de publicité
pour essayer d'éviter la pollution visuelle, notamment dans les sites patrimoniaux et les entrées de ville. Donc ça sera à débattre. C'est pas, là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas quelque chose ça va pas être une chape de plomb qui va se poser sur le territoire. Ça sera donc les élus qui décideront de la mettre en place ou pas à l'échelle de tel ou tel site ou de telle ou telle commune. Donc Inès l'a rappelé, donc maîtriser la consommation des espaces, préserver les paysages et les zones humides, on en a quelques-unes sur le territoire. Et un dernier point important qui me semble important et qui est en discussion au niveau du SCOT aussi, c'est développer donc la production d'énergie renouvelable sur place, donc tant sur le niveau peut-être photovoltaïque que l'utilisation des biocarburants, comme on a quand même la forêt à proximité, peut-être l'utilisation des déchets viticoles qu'on pourrait utiliser, les sarments, enfin voilà, je sais qu'il y a d'autres territoires sur l'entre-deux-mer qui sont innovants dans ce domaine, et je pense que sur notre territoire, dès que les zones d'activité économique seront installées, on pourra envisager peut-être de la production locale. On a avec le CIFEM une convention qui permet de justement aider les habitants dans la conception éventuelle de leur futur logement. Et justement, par ce biais-là, alors c'est quelque chose qui est gratuit au niveau de la CDC, et c'est un apport donc, qui peut donc aider à utiliser des matériaux renouvelables et favoriser donc l'utilisation d'énergie renouvelable. On sait qu'un PLU au niveau communal d'une petite commune, c'est aux alentours de 35, 40 ou 50 000 euros, mettons, pour une commune rurale. Aujourd'hui, on est 27 communes et on a un estimatif autour de 540 000 euros pour le PLU intercommunal. Bon, donc, si on fait la division, on voit qu'on est peut-être quand même en dessous de ce que ça coûterait si on faisait des PLU dans chacune de nos communes. On voit le travail long et fastidieux que moi j'ai participé depuis le début aux travaux du SCOT, comme je l'évoquais tout à l'heure. C'est un travail qui dure depuis plus de 5 ou 6 ans aujourd'hui. On a besoin d'avoir un technicien compétent dans ce domaine-là pour pouvoir suivre les échanges, animer les réunions, enfin co-animer les réunions avec le bureau d'études, faire le lien en fait entre les élus, le bureau d'études, les partenaires publics, et les élus, et d'autant plus à notre échelle avec le lien aussi entre l'échelle communale et l'échelle intercommunale. Et donc aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur la présence de deux élus référents dans cette commission urbanisme intercommunal qui seront chargés de faire la navette sur les échanges et les propositions, qu'elles soient communales ou intercommunales, à faire remonter aux conseils municipaux et à faire pour avis et puis pour retour vers la commission pour validation des propositions. Au niveau de l'usager, ça ne va pas changer grand-chose, sauf que ce développement de l'habitat et des services et des zones d'activité sera peut-être plus cohérent que si ça avait été mené individuellement au niveau communal. Et peut-être faire l'économie aussi d'investissements qui ne seraient pas nécessaires parce que parfois chaque commune veut, je ne sais pas, sa salle de sport, sa salle des fêtes, des choses comme ça. Et aujourd'hui au niveau intercommunal, en mutualisant, on peut arriver à faire des économies d'échelle. Nous le faisons donc en collaboration avec les services de l'État, de la DDTM et du conseil départemental également, puisque nous avons choisi, sans doute, bon, c'est a priori arrêté, donc de mettre en place un volet eau pour travailler sur la ressource en eau, mais aussi sur le traitement des eaux. Donc le cahier des charges est quasiment terminé aujourd'hui. Il y a le volet juridique à mettre en place également. Il y a un cahier des charges juridique puisqu'on a souhaité s'adjoindre d'une compétence juridique pour pouvoir sécuriser, on va dire, juridiquement le document. Sur le plan administratif, c'est une procédure qui est très formalisée, si vous voulez. Donc il y a d'abord un diagnostic environnemental. Ensuite, donc, il y a des préconisations suite à ce diagnostic qu'il faudra donc
débattre avec les élus, faire des propositions, on appelle ça le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. Ensuite, il faudra travailler sur le zonage. Alors ça, on a besoin donc de la collaboration effective et très quotidienne avec les élus du territoire que seront les conseils municipaux et les maires en particulier, et les élus référents qu'on a décidé de créer pour créer cette commission d'urbanisme intercommunal qui sera chargée donc de faire la navette sans arrêt entre les intérêts intercommunaux et les intérêts communaux, et la définition du zonage au niveau parcellaire, puisque c'est dans les communes quand même qu'on connaît le mieux les parcelles et les zones potentiellement à vocation d'habitat. Et ensuite, il faudra élaborer donc, avec le bureau d'études le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation, dites OAP, qui définiront secteur par secteur ce qui est autorisé ou pas. Il faut laisser faire ceux qui savent faire. Je pense qu'ils vont faire ressortir des enjeux qu'on a déjà en tête, comme le développement économique, et d'autres enjeux qu'on n'a peut-être pas encore, ou des problématiques qu'on n'a peut-être pas encore vraiment pris conscience. Si, les grands axes, évidemment, donc le développement économique, la prise en compte du risque inondation, la préservation de l'agriculture et notamment de la viticulture. Bon, on a déjà un certain nombre d'axes en tête. Maintenant, il faut laisser faire le bureau d'études qui nous montrera les problématiques et les enjeux auxquels on doit répondre. Et puis après, on consultera les personnes publiques associées pour leur demander leur avis. Mais cette consultation sera menée en même temps, pas qu'à l'échelon final, c'est-à-dire on a besoin de, justement dans ce souci de co-construction, de les associer dès le départ pour je veux dire, dialoguer avec eux et savoir quelles sont leurs exigences, de manière à ne pas travailler pour rien et être obligé d'abandonner des projets parce qu'au final on sait qu'ils ne seraient pas acceptés par les personnes publiques que sont, vous savez, que sont l'INAO, la Chambre d'agriculture, etc. On a donc la Garonne avec le PPRI, les zones inondables. On a la forêt, on a bon, les axes de circulation, l'autoroute, la voie ferrée, l'ancienne nationale 1113 et la départementale 10. Donc on a des forts enjeux à défendre et donc on a besoin donc de se rapprocher des services de l'État pour savoir ce qui nous autoriseront de faire ou pas. On a la vocation et la volonté d'exister aujourd'hui entre la métropole et le Sud-Gironde, qui est aussi un grand bassin de vie. Je pense qu'on a des enjeux ici. On a les 7 appellations de Liquoreux, on a voilà, la forêt, les caves de l'Andiras qui sont un élément important. Et puis aujourd'hui, on a besoin donc de développer les activités artisanales et de définir surtout une zone d'activité économique près de l'échangeur de l'autoroute. On est sollicité en permanence ces derniers mois par des entreprises qui manquent de terrain pour pouvoir s'installer et qui ont la volonté de s'installer sur notre territoire justement parce qu'à proximité de la métropole et assez bien placé au niveau des échanges et des nœuds autoroutiers. Et on a des difficultés à leur proposer des terrains et des surfaces qui correspondent à leurs demandes. Donc un des axes importants de ce PLUI, et ça avait été négocié au travers du SCOT, c'est donc de pouvoir, à l'issue de ce PLUI, disposer donc d'une zone d'activité économique, sans doute autour de l'échangeur d'Ilas, de façon donc à permettre le développement de l'emploi local aussi, puisqu'aujourd'hui la difficulté qu'ont les habitants, c'est de se rendre au travail à Bordeaux et de passer quasiment autant de temps que les Parisiens dans leur voiture pour se rendre au travail et rentrer le soir.